Et ces personnages, on ne les voit jamais dans ces photos parce que si pour être vus, ils doivent être absolument immobiles. Ce qui est une des conditions de la sensibilité du film qui aujourd'hui a changé, mais qu'à l'époque était une condition de la chimie du film photographique très important. Et l'absence des personnages sur les photos de ces années est toujours, jusqu'aux années 10, ou un peu avant 1905, c'est quand même une chose très importante. Elle est... Non, oui, non, mais c'est très très exact. Et parce que d'une certaine manière, quand Bustamante commence à faire de la photo, quand il apprend la photo au milieu des années 70, le régime actuel de la photographie, c'est le 24-35, l'instantané, on se balade, slash, c'est ce que Wino Grande fait 30 000 photos en 10 ans. Je veux dire, bon, on s'en regarder, on pointe comme ça. Lui, il se balade avec un objet qui fait 40 kilos, je ne sais pas combien, et il a dit souvent combien c'était pénible de sortir ce truc, de le porter, il faut le poser sur le trépied, il faut regarder dedans verticalement, pas comme ça. Enfin, je veux dire, il y a une espèce là de loi du grand-père, c'est-à-dire que la loi du grand-père, les historiens de l'art disent souvent que pour se séparer de la génération qui vous a immédiatement précédé, on retourne à celle qui était avant. Mais là, techniquement, c'est ça, c'est-à-dire finalement, comment ne pas faire du 24-36 très rapide, très souple dans les années 70, on reprend la grosse chambre qu'avait Nadar ou et ce qui me semble intéressant dans cet aspect, et comment ici j'ai pris cette photo de Béat qui est donc de plus ou moins les mêmes années et qui appartient à cette catégorie de photos de ruines, des photos, mais que les ruines aussi sont immobiles, il faut dire, dans leur déchéance, et qui donc devient vite un sujet de la photographie très prisé parce qu'elles permettent des temps de pause longues, elles permettent une espèce de captation temporelle, une espèce de stratification temporelle étonnante. Parce que ce qui me semble intéressant est que dans ces images, l'absence de l'homme est quelque chose qui est une condition technique et qui devient un élément inquiétant. C'est-à-dire par rapport à la vie telle que nous la connaissons dans notre expérience, à un moment donné, il n'y a plus personne qui passe, cette immobilité lumineuse qui est donnée dans ce type d'image. Alors qu'en fait, il y avait des personnes qui passaient au moment où la photo est prise. On sait bien que les vues des boulevards, il y a plein de monde sur les trottoirs, mais on ne les voit pas. En fait, on voit qu'il y a parfois des espèces de fumées lumineuses dans l'image. Et il me semble intéressant comment Bustamante retourne en arrière selon la loi du grand-père. C'est très bien dit, c'est exactement ça. On saute. On saute une étape, une génération. On revient en arrière. Et par contre, ce qu'on retient, ce qu'on garde en fait de cet apprentissage de la génération auparavant, on les détourne sur un objet autre. La question technique, pour lui, la sensibilité de son film ne lui impose pas l'absence de la personne. Non, bien sûr. Pourtant, dans les tableaux, cette absence devient du coup une autre absence, qui n'est pas l'absence dans ce sens unheimlich, par la technique qui nous piège, par la nouveauté de la technique qui nous piège, comme ici, dans ces images des Béates et des Thiollier. Là, ça devient un unheimlich, qui est quelque part de chercher. Voilà, et surtout dans les... Non, parce que, en fait, ces deux images ont été achetées par Chevrier pour la collection, donc Rhône-Alpes et Musée Saint-Denis. Et dans la même collection, il y a une des maisons, en fait, des grandes photos de 2 mètres, des maisons de Bustamante. Et ça me semble intéressant, c'est-à-dire comment Chevrier, achetant sur les marchés une série d'artistes qui retient important, mais à côté aussi une série d'objets d'une époque tout à fait différente qui vient parler à côté. Et ces discours me semblent très intéressants pour les images, et peut-être quand tu parles des lumières, du coup encore plus, pour moi, plus fort, parce que la question des Lumheim que tu évoques, elle a quelque chose qui est non seulement une transparence à l'intérieur, un trou dans l'image, mais c'est l'absence des êtres humains est impliquée dans un dessin moderniste inquiétant. Oui. Et là, nous avons affaire à un dessin où on dessine des espaces pour les hommes, en plus pour l'éducation des hommes. Tu nous expliques que c'est l'école. Pour la construction d'un être humain, et cet être humain est terriblement absent, et la photo est devenue un trou. Et là, c'est quelque chose qui me semble tout à fait intéressant, comme les images séparent. Hier, on parlait à propos de la question de l'image qui est derrière une fonction mathématique,
plutôt comme une fonction que comme une ressemblance. Et là, tu vois, cette question de l'absence me semble effectivement, par rapport à ce qu'on disait hier, effectivement une espèce de fonction, tu vois, qui dans la photo de justement devient du coup tout autre chose et nous parle autrement parce qu'entre temps l'histoire a été différente aussi. Il y a eu la guerre, il y a eu des tragédies, dans les architectures modernistes, il y a eu quand même des choses très unheimlich. Absolument. De même que pour faire un autre parallèle que celui que tu fais, Bernard, et pour citer un autre photographe que Michael aborde dans son livre, qui est Hiroshi Sugimoto, les photos des cinémas de drive-in de Sugimoto, elles sont vides de toute image, non pas comme les trottoirs du boulevard Rochechouart où le bord de lac là était vide des personnages par une espèce de contrainte technique, mais par une décision qui fait que vous savez que ces photos de cinéma, Sugimoto, le temps de pause de sa photographie est égal à la durée du film qu'il photographie. C'est-à-dire que s'il se met devant un film qui dure 1h30, il ouvre la chambre 1h30. Résultat, l'écran sur lequel était projeté le film est entièrement blanc. Il n'y a plus aucune image. Mais là, effectivement, il y a ce même rapport entre l'absence... J'oublie tout d'un coup la fameuse photo du cireur de chaussures sur le boulevard parisien. C'est de qui j'oublie même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, où on ne voit que le cireur de chaussures, mais on sait qu'il était... il y avait plein de monde sur le boulevard, quoi. Les gens ne sont pas là tout simplement parce que la technique et le temps de pause que ça a demandé fait que, bon, tout ça, ils ont disparu. De même que Sugimoto, alors là, volontairement, met en place, je vois que Giovanni et Bernard en ont une aussi, la disparition des images. Mais alors là, des images, non pas, et c'est intéressant chez Sugimoto, ça rejoint ce que vous disiez il y a un instant, et ce qu'on disait en tout cas à propos des Lumières de Bustamante, la disparition non pas des êtres humains réels dans le paysage, mais des êtres humains déjà représentés par le cinéma sur un écran. Hein, je veux dire, c'est ce qui disparaissait dans les photos de boulevard ou du bord de la rivière, c'était les humains réellement présents. Ce qui disparaît chez Sugimoto, c'est les humains déjà représentés par le cinéma tel que projeté sur l'écran du drive-in ou des cinémas intérieurs, puisqu'il a fait les deux. Ah oui, alors Rouff, quand il a fait, il est à ce moment-là en introduisant Internet, hein, c'est des images qu'il trouve sur le net. Oui, il y a une sorte de une autre fabrication de la disparition dans les photos de Rouff. Ça, c'est très... Alors voilà, ça, c'était les avions qui passaient. Les traits blancs que vous avez dans le ciel, c'est parce que des avions sont passés à différents moments de la projection et donc de l'ouverture de la pose et ont laissé leurs traces comme si c'était des fils tendus dans l'espace. Et je ne sais pas, en fait, là, c'est ce qui résulte quand on met un appareil photo, quand on ouvre sa chambre devant... la guerre des étoiles pendant 2 heures, voilà le résultat. Ça sont des choses très fortes. Hein. Moi, je crois que ce sont des chefs-d'œuvre de la photo. Boltz lived in France for a while, you know, but he's not very well known, actually. That's a very, again, extraordinarily stringent practice. Again, without figures. Robert. Ansel is qui peut être peut-être une transition sur la question de la disparition, mais plutôt un autre type de disparition, enfin vu d'un autre angle, qui est la disparition de l'événement, la disparition de l'histoire avec un grand H, disons. Je voulais vous demander dans quelle mesure est-ce qu'on peut envisager la série des tableaux de Bustamante, qui m'a parlé comme des précurseurs de quelque chose qui devait ensuite peut-être se pérenniser dans la photographie contemporaine. On a parlé de la notion d'entre-deux ou d'interstice qui est opérant sur le plan théorique. C'est cette autre notion qui est peut-être plus opérante sur le plan de la géographie politique, qui est celle de marge. C'est-à-dire, j'entends par là, ce qui devait ensuite se répéter et se répandre, si on cite quelques noms, comme
côté, à se situer avant ou à se situer après, et qui était théorisé à l'époque par des gens comme Michel Foucault, comme Arlette Farge, dans l'historiographie. Moi, je n'avais pas envisagé les tableaux de Bustamante dans cette perspective-là, parce que je ne les avais pas en tête récemment. Et donc, du coup, une question qui était pour moi une question récente, quasiment de la fin des années 90, devient du coup une question de la fin des années 70. Et donc, du coup, ça me déplace beaucoup de choses. Et je voulais vous demander dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait l'envisager. On peut, en tout cas, c'est très suggestif ce que vous dites. Je veux dire, il n'y a pas de raison de s'interdire une lecture de cet ordre-là qui mette en perspective tout ce que vous avez dit. Enfin, je veux dire, à la fois les marges, mais ce sont les marges politiques et sociales aussi. Enfin, je crois que c'est le livre de Rancière qui s'appelle l'absent de l'histoire. Enfin, à l'absent de l'histoire, il y a un absent de l'image aussi. Enfin, on peut aussi comme ça tracer des rapports dans cette volonté. Enfin, je crois que ce qui est important de souligner, c'est que chez quelqu'un comme Bustamante, comme chez Jeff Wall, par exemple, à ses débuts, il y a une volonté absolue de ne pas faire de documentaire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, par des moyens très différents l'un et l'autre, et beaucoup plus encore affirmés et construits chez Jeff Wall, mais bon, ils sont... soit ils veulent être, mais en tout cas ils sont aux antipodes du reportage et du documentaire. Mais cela dit, en même temps, les photos de Bustamante, les tableaux constituent les traces, un ensemble de traces parmi les plus saisissants de ce qu'aura été la banlieue catalane de la fin des années 70, inévitablement. De même qu'on peut dire que toutes les photos de Jeff Wall portent aussi leur époque en elles et sont des documents, restent en même temps que des monuments, puisqu'on parle de Foucault, en même temps que des monuments artistiques sont aussi des documents historiques très très prégnants. Plus le temps passera, plus cette prégnance documentaire à laquelle ils s'opposaient au départ s'affirmera dans leurs images. J'ai pensé à une des photos de Luc Delahaye qui sont dans le livre, à propos de ce que disait Morad sur l'événement d'être après, avant, près ou loin. Enfin, ce sont des choix possibles pour un reporter, je pense. L'idéal étant d'être dedans, d'être dans l'événement, et certaines de tes photos montrent de façon très délibérée cet éloignement de la scène de la guerre. Il y a des traces de fumée dans le lointain. Il y a l'autre photo sur le camp palestinien aussi. Cet aspect de ton travail m'a beaucoup intéressé par rapport à ces problématiques de l'histoire, de l'événement historique, du fait que finalement il apparaît, il ne peut plus apparaître sous la forme de l'événement à cause du formatage de certaines photos, de la plupart des photos, et que parfois de s'éloigner ou de se mettre après ou de trouver des marges. Et me semble-t-il une des stratégies que tu as pratiquées. Si tu me donnes la parole, j'étais absorbé dans l'écoute. C'est donc ici de repartir, mais non, j'ai pas de stratégie, je me méfie un peu de ce mot, comme tu le sais. Mais, stratégie au sens artistique. Sans doute une attitude, ouais. Parce qu'on peut remplacer la stratégie par le mot attitude, et je suis d'accord avec ça. Maintenant, je repense à Bustamante. Et je me posais justement la question, vous parliez tout à l'heure. On peut se tutoyer. Les Boss, Robert Adams, c'est des références, des points de repère, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe pour lui avec Stephen Shore? Est-ce qu'il est conscient des travaux de Stephen Shore? Je ne sais pas s'il l'était à cette époque-là. Je ne sais pas. Est-ce que Shore, dans la France des années 60, enfin, Bustamante était allé aux États-Unis à la fin des années 70. Enfin, je ne sais pas si. Je ne me rends pas bien compte de la position qu'avait Shore il y a 30 ou 35 ans.
Est-ce qu'il était fait? Je ne sais pas, j'en ai jamais parlé avec lui. C'est possible qu'il en ait eu une connaissance. Shaw est déjà obtenu très très jeune un degré de reconnaissance. Il avait exposé au MoMA à l'âge de 25 ans. Oui, mais c'est des œuvres quasi conceptuelles, en noir et blanc. C'est pas du tout encore un paysage. American Surface. No, that was not MoMA. I think the early show at MoMA was. That was not MoMA, but these pictures were already done. Oh yeah. No, actually, could we go to Shaw? Because I actually, as you know, in the book, Shaw is a comparison, not because I had no idea whether Bustamante knew him or not. Donc c'est quand même une pensée que j'ai immédiatement, parce que Shaw a été un des premiers à utiliser la couleur. Oui. Yes, I mean, it's a very similar project. Right? Take a big format camera and put it in the car and drive and find these compositions. Yes. Oui. That's like 73, 74. Oui. Faudrait poser la question. C'est très possible. Mais de toute façon, que ça soit conscient ou fortuit, ne change pas grand-chose. Cette convergence, elle est effectivement éloquente. Parce que, par exemple, un des premiers travaux de Jeff Wall, avant qu'il fasse les questions lumineuses, c'est une espèce de livre qui s'appelait Landscape Manual sur le paysage. Ça, évidemment, personne ne savait, Bustamant ne savait évidemment pas, mais Jeff Wall s'était intéressé à la question du paysage, l'impossibilité du paysage, et lui, finalement, plutôt que d'inventer une autre sorte de paysage, il a fait autre chose, il a fait ces questions lumineuses. Donc, je veux dire, tout ça converge, et Shore fait partie de cette convergence, de toute façon, que ce soit de manière consciente, quoi, oui. Enfin, on a l'impression que c'est une continuation de la tradition photographique américaine, alors que, bon, plus avant, c'est une rupture. C'est un mouvement. So what Luke is talking about is this moment where Shore, who is then just in his 20s, does in a sense exactly what Jean-Pierre says Bustamante did. He takes a big format camera. A few years before, he had gone around America with a much smaller camera, just shooting ordinary. He would shoot his breakfast. He would shoot the room in a motel where he was staying. And then he realized he wanted to do this with a big format camera in a different sort of way. So it was an 8x10 camera, like Bustamante. And actually, it's going to be better if we just have this. Yeah, just because it'll be clearer. The two of them interfere. And then he spends a couple of years, really, on these big campaigns, driving through America. And he finds a motif and sets up the camera and takes the picture in its color, and it's not as large as Bustamante. I mean, what size is it, Michael? And what would be at the beginning, it's print? like 18 by 24, I think, really. And in a lot of cases, even contact printed. Not always contact printed, but sometimes contact printed. But not religiously. And then he's been making them bigger, and he's also been slightly photoshopping them to play with the color. So this series is called Uncommon Places. But the point is, and I've had a series of long conversations with Shaw where he's talked about this, and it becomes sort of appear in that recent Phaedon volume. He talks about how when he finds a place and he sets up the camera and he composes the scene, and that's a little bit one of the, and he talks about how he composed in depth, always, that he would, as a practice, as a
upside down. But he is trying to make sure that he can read back through the image. Like, all the way. If you think of how many planes are in that image, right? And he wants to make sure, he forces himself to try to see if it can read all the way. If it doesn't, he'll move. He'll adjust the composition to try to find a point of view, whatever you want to call it, where it will read back. And that's how we see these images, these pictures. We read into them, right? And that's the great difference from Bustamante. I mean, I think whether or not Bustamante knew Shaw, maybe this work, maybe he did, maybe, I don't know. But whether or not he did, it's still, I think, a very important reference, dialectiquement. Dialectiquement. Because Shaw it's the wonderful, it's a great series of photographs. They were recently shown again in America in a couple of museums, above all in Los Angeles in the Hammer Museum. And it was great. Jim Welling had the idea that I should come out and Shore and Welling and I would have a conversation in front of an audience about the photos. So I said, I don't know much about the photos, and Jim said, trust me. So I went out, and the great thing was I went out a couple of days early, and Welling was there, and Shore came out early. And we spent about 2 days just going through the show and talking in front of the photos, just us. So for me, it was fantastic. It was like, an education. And then we just continued this conversation in front of an audience, but it was a great experience. And it was clear that when you looked at these, I mean, that's how Shaw was thinking. You are able to read into the photo. You give yourself into the photograph. And the moment of Bustamante, which is the moment of Wall and the moment, you could say, of early Ruffin, is the moment of resistance. That's the great originality of the Bustamante tableau. It's not as a motif, say, I think that's a word you use, I think it's a word Bustamante uses. He's actually looking for motifs that will keep us at a distance, from the tableaus. So and that first picture is so striking, as Jean-Pierre says. You see the timelines, you see the. And the cypresses, for instance. And the cypresses, he absolutely spells that out and makes these. So Shore, I think, is a really important reference. And you really see between 73, 74, 75, let's say the moment of Shore, and Bustamante, 77, something has happened. Something has happened in the world of a certain kind of sensibility. And we get this new kind of resistance. So that's why in the book, Shore figures only in comparison to Bustamante. I think the Shaw photographs are great, but it's this immediately prior moment. Fascinating from the convenient case. But to take this and compare it with it's like two worlds already, of sensibility. On en a vu un petit bout, Bernard. Ça, c'est une reproduction d'une des séries photographiques que Bustamante fait après Basile Bustamante, c'est-à-dire à partir de 86, donc aussi après évidemment les tableaux photographiques, et la série des cyprès, qui sont des grandes photographies en couleur qui font, je sais pas, 1,80 m de haut environ, donc des choses plus grandes que les tableaux déjà, et qui montrent un mur végétal, comme ça. Elles sont toutes au même endroit. Un mur végétal avec un petit muret au premier plan. Il y a comme ça une douzaine de photographies. Et alors là, on est dans une espèce presque de monochrome photographique, avec voilà tout un jeu
le ciel, qui est le seul vestige de la peinture de paysage, apparaît entre les épines et les branches comme une espèce de vestige au loin, comme ça, mais je veux dire, la frontalité est absolument totale. Il y a un tableau... il y a un tableau de la série des tableaux des années qui est de 79, qui est très tôt, qui est très peu reproduit, mais Michael le connaît parce qu'il est dans le catalogue raisonné, qui est en fait qui est assez atypique, mais qui est déjà ça. C'est une vue d'une falaise qui est en gros plan sans bord. Donc vous avez une espèce de paroi rocheuse. Et d'un bord à l'autre de l'image passe une corde qui est suspendue comme ça, qui était je ne sais pas quoi, sans doute une corde d'un chantier ou un cordage, quelque chose comme ça. Et je veux dire, l'image n'est que un bloc rocheux, une espèce de surface rocheuse, un côté courbet, assez comme ça, très très présent, et puis une corde qui passe d'un morceau à l'autre, comme les caténaires que fera Jasper Johns plus tard. Voilà, exactement. C'est exactement ce type d'image. Et ça dit déjà ce que diront les cyprès plus tard, de manière plus développée, plus affirmée, et dans une série. Moi, je crois que ça, c'est très important comme ensemble. Enfin, je veux dire, Michael l'a mis dans son livre de manière très, très parlante, mais c'est... ça va complètement... ça prouve complètement la lecture que Michael fait des tableaux du début. Ça démontre ce qui a précédé, quoi. Oui, non, mais There was something that Jean-Pierre said very early on about Bustamante that I want to just go back to for a moment, because it will remind you of even things that I was trying to say about Manet or about modernist painting, about Pollock, right? and the words that Jean-Pierre used completely spontaneously, showing the early Bustamante. He said, these are photographs with the pression égale across the entire surface. Equal pressure across. That's perfect example. Further example of this very basic impulse that keeps coming back to do this thing. And again, it's not. I've said this again and again. I want to say again, it's not flatness per se. No. Flatness per se is always, you say la réduction banale, c'est une banalité, c'est un cliché, and it keeps us from seeing that flatness is just a tame thing, but an equal pressure across the whole surface is a kind of force. It's an activity. It's like a verb, something the picture does, right? Flatness is not anything that a picture does. So, that way of putting it, I think, is great. Oui, bien sûr, et ça, c'est la démonstration de ce que Michael vient de dire, qui était déjà présent dans les paysages. Là, je veux dire, on ne peut plus l'ignorer, quoi. La lecture nous est imposée dans les cyprès. Il est évident que, c'est à ce type d'image qu'on a affaire, quoi. En Italie, le cyprès, c'est l'arbre de mort. Ouais. Bon, j'imagine qu'en Espagne aussi, ça ne doit pas être très différent, mais bon... Oui, c'est les arbres de l'île des Morts de Böcklin. Hein. Dans le tableau de Böcklin, l'île des Morts, il y a des cyprès tout autour de l'île. Enfin, oui, c'est l'arbre. Bon, puis alors c'est Van Gogh aussi. Enfin, il y a toute une... Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que Bustamante, mais là on échappe à notre sujet, les cyprès, il en a fait après des sculptures. Il les a sculptés en métal, découpés. Enfin, je veux dire, il les a sortis de ses photographies et il en a fait des objets comme ça, posés au milieu de l'espace. Mais bon, toujours avec ce principe chez lui de déduction, maticienne, on pourrait dire, enfin cette manière de s'inventer en regardant ce qu'on a fait précédemment et de déduire la suite de ce qui a précédé, enfin de faire comme ça des déplacements à l'intérieur de sa propre œuvre. So we take a break? A little break, 10 minutes.